RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle saison de Dialectique. Quel plaisir de vous retrouver après ces vacances. J'espère qu'elle fut bonne pour vous, qu'elles ont été fructueuses, que vous avez pu faire tout ce que vous aimez. En tout cas, nous à RCN, on vous a préparé plein de pour cette nouvelle saison et on va débuter cette saison par un sujet très sérieux. Dans ce premier épisode de Dialectique, on va parler du combat d'un père pour récupérer sa fille. Gabin, leader que je connais personnellement. Bonjour Gabin. Bonjour. Alors c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ensemble on va parler du fait que ton ex-compagne t'a soustrait ta fille et donc t'a soustrait quelque part tes droits en tant que père. Mais avant ça on va un peu parler de toi, on va parler du rapport que tu as avec ta fille. La dernière fois que tu l'as vue c'était le 4 août 2022, c'est bien ça? C'est bien ça, je me suis rendu à Djibouti du 27 juillet au 4 août. Dans l'objectif de retrouver ma fille et de rentrer avec en France. Et on m'en a empêché et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Alors je te laisse un peu te présenter, hein. Moi je te connais, mais pour nos auditeurs, dis-nous un peu qui tu es. Alors je suis Gabin Lider, j'ai été pendant un petit moment footballeur, on va dire un assez haut niveau, sans pour autant être Cristiano Ronaldo. Hein. Et suite à ça, j'ai passé un diplôme d'éducateur sportif et ensuite de moniteur éducateur. Et je suis actuellement moniteur éducateur dans une maison d'enfants à caractère social dans laquelle on a fait des projets en commun, toi et moi, depuis maintenant 4 ans à Bouxières-aux-Dames, maison d'enfants de Clairjoie. Alors maintenant, parle-nous un peu de Lia. Comment elle est, cette gamine? Elle a quel âge et comment sont ou étaient du moins vos relations? En novembre, le 20 novembre, elle aura 5 ans. Elle est partie février 2022. À ce moment-là, elle était inscrite dans une école juste derrière chez moi à Nancy. Elle avait fait sa première rentrée de maternelle. En France. En France, ça se passait plutôt bien. On avait une relation fusionnelle. Hein. Moi, je suis fou de ma fille. Hein. C'est mon amour, c'est toute ma vie. Et malgré la séparation avec mon ex-compagne, on s'occupait tous les deux de Lia, comme on le pouvait, selon mes horaires d'éducateur et selon ses horaires de vendeuse, quand elle était vendeuse au printemps. Et quand elle m'a proposé de partir à Djibouti dans le but de créer sa marque de cosmétiques, enfin de finaliser la création de sa marque de cosmétiques, je l'ai encouragée à le faire. Elle l'avait déjà fait l'année d'avant, mais sans ma fille. Alors si je comprends bien, donc avec ton ex-compagne, vous étiez en couple, séparés, au moment où elle a décidé d'aller se lancer dans cette marque de cosmétiques. C'est ça, on était séparés. On était déjà séparés depuis un moment. Et malgré tout, au départ, on n'a pas voulu passer devant un juge. Donc c'était à l'amiable. Voilà. C'était soit elle l'avait, soit moi je l'avais. Mais dans tous les cas, on arrivait toujours à s'entendre sur le fait que Lia, du lundi au dimanche, elle était soit avec sa mère, soit avec son père. Et alors, donc tu nous as donné quelque chose d'important, c'est le fait que la mère ait décidé d'aller lancer son entreprise à Djibouti, et tu as dit elle avait déjà essayé une fois auparavant, c'est ça? C'est ça. En fait, elle avait déjà monté sa marque de cosmétiques via Instagram. Et je pense qu'elle faisait un peu de l'import-export entre la France et Djibouti pour le bien de sa marque. Et elle m'avait expliqué l'année auparavant qu'elle ne pouvait pas avoir Lia avec elle parce que ça allait être compliqué vu que c'était le début du lancement de sa marque. Et là, elle m'a reproposé ça 1 an après, et cette fois-ci, elle m'a dit qu'elle voulait y aller avec Lia. Moi, je lui ai expliqué que ça allait être compliqué pour moi, d'autant plus qu'elle me parlait de 3 mois. 3 mois pour moi sans ma fille, c'était inconcevable. À partir de là, je lui ai dit, écoute, on va couper la poire en deux, si t'en es d'accord. Tu pars donc le fin février. 3 mois, toi tu pars 3 mois. Moi, j'ai laissé une autorisation de sortie de territoire signée. Donc j'ai toujours le document en ma possession. Et avec une date de validité et une date de fin de sortie de territoire pour l'IA. Et l'objectif, c'était qu'au bout d'1 mois, moi je reste 15 jours à Djibouti, donc je me déplace à Djibouti, je reste 15 jours et je récupère l'IA. Comme ça aurait fait 1 mois et demi. L'IA aurait pu découvrir ses racines djiboutiennes et éthiopiennes
parce qu'elle est allée en Éthiopie, mais sans me prévenir. Et ensuite, elle serait rentrée et tout était bien qui finissait bien. Elle aurait monté sa marque de cosmétiques. Après, grand bien lui fasse de gérer son business comme elle l'entend, mais elle n'avait pas à impliquer ma fille là-dedans. Alors, donc, c'est-à-dire qu'elle devait partir pour 3 mois, donc rester 1 mois et demi avec votre enfant là-bas. Et toi, tu devais venir récupérer l'enfant au bout d'1 mois et demi. Et ça, c'est ce qui était écrit sur l'autorisation du droit de sortie. Est-ce qu'il y avait une date, pour le retour? C'est ça. Vu que c'est un papier type administratif, on va dire. C'est ça, c'est administratif. Il n'y avait pas le motif, c'était une date de validité et une date de fin. La date de fin, pour aller au plus grand, c'était juillet 2022. Voilà. Et en fait, il en a été tout autre, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, sa marque de cosmétiques déjà n'a jamais fonctionné. Parce que je pense que au fond d'eux, les Djiboutiens ont compris ce qui était en train de se passer. Et en étant au travail, c'était un faux motif, sa marque de cosmétiques pour partir à Djibouti. Il s'est avéré qu'en fait, au bout de 6 ou 7 semaines, je ne sais plus exactement, j'avais de moins en moins ma fille au téléphone et je commençais à avoir des doutes. Et c'est là que je découvre avec stupéfaction, en étant au travail, dans la maison d'enfants, en présence de mes gamins, je suis sur mon téléphone et je vois donc, quand tu dis tes gamins, c'est les gamins avec qui desquels tu t'occupes. Hein, c'est ça, c'est bien ça. Avec les enfants avec lesquels je m'occupe. Enfants, non, bien sûr. Je les considère un peu comme mes enfants. Hein. C'est ma passion, mais c'est pas les miens. Et à partir de là, je découvre avec stupéfaction un direct Facebook. Et en fait, mon ex-compagne est en train de se marier religieusement à un homme. Elle le met en live Facebook. Bon, moi, je prends une claque incroyable. C'était son droit élémentaire, mais qu'est-ce qui t'a surpris dans cette démarche? Parce qu'en fait, se marier aussitôt, déjà, moi, elle fait ce qu'elle veut, hein, ça ne me regarde pas, mais elle n'implique pas ma fille là-dedans. Ma fille, du jour au lendemain, elle est séparée de son père, elle est séparée de son environnement en France, elle est séparée de ses grands-parents maternels et paternels, parce qu'il faut savoir que la famille de mon ex est ici en France, même si elle a une partie de sa famille à Djibouti. Donc du jour au lendemain, elle est séparée de son père et elle se retrouve dans un mariage. Mais ma fille, elle est paumée. Enfin, à un moment donné, pour l'équilibre d'un enfant, pour le développement cognitif d'un enfant, se retrouver à l'autre bout du monde du jour au lendemain, séparée de sa famille et se retrouver dans une telle situation, c'est juste inconcevable. Elle était pas dans l'obligation, mais elle aurait dû me prévenir en amont, au moins de me dire... Par rapport à l'enfant. Par rapport à ma fille, écoute, je vais me marier. Donc je le découvre avec stupéfaction. À partir de là, moi je lui renvoie un message, je lui dis attends, c'est quoi, t'as un mariage, qu'est-ce qui se passe? Oui, écoute, j'ai trouvé quelqu'un, ça fait 3 mois, je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux, et puis finalement on se marie, c'est comme ça, donc je vais rester à Djibouti. Et c'est là qu'elle me dit clairement. Auquel mois? On est toujours en 2022. Bien sûr. Au bout de, ça fait combien de temps un qu'elle mois est après partie? son arrivée. Et moi, je lui explique que ça va pas se passer comme ça, que qu'elle se soit mariée, c'est son problème. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Au contraire, je l'encourage même à avancer dans le bonheur avec son conjoint. Mais par contre, ma fille, elle revient en France. Et là, elle me dit non, elle ne reviendra pas en France. Tu viens, t'essayes de t'arranger comme tu peux. Et en fait, au bout de 4 semaines, le discours change et elle divorce. Donc là, c'est tout autre. Ouais, je pense que j'ai fait une connerie, je suis désolé, tu sais très bien que tu es un repère pour moi. Malgré le fait que qu'on soit séparés, tu seras toujours un repère. Tu es le père de Lia, tu es important, tu as une place importante. Pourquoi tu ne viendrais pas à Djibouti? Et je lui dis non, moi, le deal, ça n'a jamais été que je me déplace à Djibouti. Pour t'installer. Pour m'installer. Me déplacer pour voir Djibouti, pour passer un bon moment avec ma fille. Et pour rentrer avec elle, oui, mais c'était uniquement pour ça. Alors, tu t'es exprimé, on va revenir sur ça. Tu t'es exprimé aussi dans la presse djiboutienne, sur Radio Boukao, dans une édition spéciale qui a été diffusée le 10 août dernier. Pourquoi tu avais cette volonté de t'exprimer à Djibouti, sachant qu'en France, tu as une tribune, tu as eu plusieurs articles dans l'Est républicain, sur France 3, il me semble même sur France Bleu, oui. Tu as été interviewé un peu partout. Pourquoi la volonté de te dire à un moment donné, je vais aussi parler aux Djiboutiens? Parce que dans mon entourage et puis en France à l'heure actuelle, tout le monde connaît la situation. La justice française elle-même a tranché et m'a octroyé la garde exclusive
de ma fille en première instance, ce qui est très rare pour un garçon, pour un homme. Et en Donc fait, aujourd'hui, tu es censé avoir, selon la juridiction française, la garde exclusive de ton enfant. exactement, ça veut dire que là, elle devrait déjà être rentrée. J'ai la garde exclusive. Elle peut... Ça a été jugé quand, ça? Ça a été jugé, j'ai eu le jugement le 1er juillet. Ça veut dire que depuis le 1er juillet, il y a le courrier qui a été envoyé du jugement qui doit arriver au tribunal de grande instance de Djibouti. Qui n'est pas encore arrivé? Et qui n'est, à l'heure actuelle, je ne sais pas où est le courrier. Et il y a des accords bilatéraux entre notre pays et Djibouti, qui sont 2 pays amis. Et normalement, le jugement français prévaut. Étant donné qu'elle a accepté le jugement, qu'elle a utilisé un avocat qui est venu au début pour demander 2 reports, ce qui a été reporté 2 fois. Parce que ça devait avoir lieu le 24 avril. C'est ça, la première fois, 24 avril. Il n'y a pas d'avocat qui est venu, mais on a demandé un report pour que le jugement soit crédible, étant donné qu'il est équitable. Et par contre, elle n'était pas présente. Donc elle n'est jamais venue à aucun des jugements. Ça a été reporté une 2e fois. Et à ce moment-là, il y a un avocat qui est venu, mais qui a dit qu'il n'avait aucune pièce du dossier et qui demandait un court report. Et il y a encore eu un mois ou 15 jours de report. Et le 1er juillet, j'ai eu enfin la garde exclusive de ma fille. Donc je remercie la justice française d'avoir fait son travail. Mais à l'heure actuelle, voilà, j'ai tenté tout. J'ai tout tenté. Légalement, j'ai tout fait. Au niveau médiatique, j'ai tout essayé. Parce justement, que... au niveau médiatique, donc tu dis que tu as tout essayé. Pourquoi, pour revenir à la question, pourquoi tu t'es adressé aux Djiboutiens? Alors, tout simplement parce qu'elle-même a fait une interview sur Djib Live TV suite, c'est un média télévisuel de Djibouti. Et moi, quand j'ai fait... quand France 3 est venu à mon domicile, j'ai juste parlé d'aliénation parentale. Et j'ai expliqué le fait et le souhait de récupérer ma fille. Je ne suis pas allé plus loin, je ne suis pas allé dans les détails de ce que j'ai pu vivre et de ce qui a pu se passer. À partir de là, elle a eu un droit de réponse. Mais elle a refusé le droit de réponse de France Info et de France 3. Donc, elle est passée sur Djib Live TV, donc ils sont venus à son domicile en présence de ma fille. Donc là, quand on parle d'aliénation parentale, on est vraiment dans l'exemple le plus concret. C'est que pendant 20 minutes, elle fait une interview en présence de ma fille où elle me discrédite au plus haut point, où elle m'accuse d'être une famille raciste. De toute façon, on y reviendra parce qu'on va diffuser cette interview tout à l'heure. Donc, elle utilise beaucoup d'anathèmes contre ta famille et toi dans cette interview-là. Et toi, à ce moment-là, c'est là que tu t'es dit, je veux m'adresser aux Djiboutiens? Pas dans un premier temps, parce que j'ai eu, je vais pas te mentir, j'ai eu peur. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un nombre de menaces de mort incalculable sur les réseaux sociaux. De la part de qui? De la part de Djiboutiens, que je ne connaissais pas. Des comptes Facebook, faux ou vrais, je n'en sais rien. Mais j'ai reçu de nombreuses menaces et j'étais devenu un peu l'ennemi, le colonisateur blanc qui a fait un enfant avec une femme noire, mais qui est totalement raciste. J'étais... aux yeux des Djiboutiens, un raciste chrétien. Donc ces personnes-là venaient vers toi pour te menacer en tant, entre guillemets, que personne raciste, colonisateur. Voilà. Et en gros, que je reverrais plus ma fille et qu'ils allaient bien s'occuper d'elle. Voilà. C'était mon quotidien pendant un moment suite à cette interview. J'ai demandé un droit de réponse à Djib Live TV par mail, leur expliquant que c'était la moindre des choses en tant que journaliste. Bien sûr. Et j'ai eu aucune réponse. T'as déposé aussi plainte. Donc tu l'as dit, tu as fait un courrier au ministère de la Justice. Quelles sont les plus grosses démarches que tu as dû entreprendre dans cette affaire? Ça a été 2 courriers qui ont été envoyés. Un premier qui a été envoyé par le cabinet Velzer, mon cabinet d'avocats, que je salue et que je remercie pour tout leur investissement. Ils ont envoyé un courrier au ministère de la Justice, à Éric Dupond-Moretti, sans réponse encore à ce jour. Donc ça date encore de 2022. D'accord. Ensuite, il y a eu un courrier qui a été co-signé par Stéphane Ablot et par Mathieu Klein. Stéphane Ablot, maire de Vendœuvre, et Mathieu Klein, maire de Nancy. C'est ça. Et qui est toujours, à l'heure actuelle, sans réponse. Donc, j'ai vraiment fait
tout le nécessaire pour avoir au moins une réponse de l'État. J'ai contacté l'ambassade de France à Djibouti à plusieurs reprises. Ils ont fini par me recontacter par l'intermédiaire d'un certain Pascal Laureau, qui à l'heure actuelle, apparemment, il ne travaille plus à l'ambassade. Cette personne m'a dit, écoutez, une fois le jugement acté, on pourra intervenir. Il y a eu le jugement, je l'ai renvoyé à l'ambassade de France. Plus de son, plus d'image. Donc à l'heure actuelle, je n'ai aucune réponse suite au jugement, qui quand même date du 1er juillet. Là, on arrive à octobre. Donc je ne comprends pas comment ça ne peut pas être arrivé à Djibouti. Et je ne comprends pas comment l'État français n'a pas pu intervenir, ou du moins, la moindre des décences, c'est de répondre à mes demandes. Ma fille est française. Et la justice française m'a donné. En plus de ça, il y a un jugement. Avant qu'il y ait le jugement, je peux comprendre cette excuse de se dire on est dans une impasse, il n'y a pas de jugement, donc la maman, tout comme le papa, a le droit de garde. D'ailleurs, je trouve ça quand même inconcevable de se dire qu'en 2023, dans notre pays, si on part avec son enfant et qu'il n'y a pas de jugement, on ne considère pas ça comme un enlèvement. C'est pour ça que quand j'ai porté plainte pour soustraction d'enfant et chantage. Tout simplement. On va développer tout ça. Je sais que, comme tu l'as dit en début d'interview, en tant que père, Lia, elle représente tout pour toi. Et il y a un artiste qui un peu aussi déclare sa flamme à son enfant, c'est Youssoupha dans le morceau Mon Roi. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est en direct sur RCN 90.7 dans Dialectique. On est avec Gabin Leader qui nous raconte son combat pour récupérer sa fille Lia, qui aura bientôt 5 ans et qui est soustraite par sa mère à Djibouti en ce moment même. On a entendu le morceau de Youssoupha qui s'adresse à son enfant, lui donnant des conseils. Si tu devais donner des conseils par rapport à cette situation compliquée à ta fille, quels seraient-ils ? Les conseils que je pourrais donner à ma fille, c'est malheureusement, à l'heure actuelle, c'est compliqué, mais quand elle grandira, de savoir que son père a tout fait pour la récupérer, qu'elle soit résiliente de cette situation, que malgré tout, elle a un père et elle a une mère, et qui sont tous les deux aimants à leur façon, hein, malheureusement. Mais l'objectif n'est pas de séparer la maman de ma fille. Ma fille a besoin d'une mère, elle a besoin d'un père. Et en parlant de sa maman, elle a donné une interview à Djib TV il y a quelques mois pour expliquer un peu la situation de son prisme, de son point de vue. Je rappelle qu'elle s'est installée à Djibouti le 28 février 2022 et qu'elle n'est plus jamais revenue en France avec votre enfant Lia. On écoute cette interview tout de suite. Edel Omar Bobé est une franco-djiboutienne installée à Djibouti avec sa fille Lia. Elle s'occupe seule et avec l'aide de sa famille, la charge de son enfant depuis qu'elle a quitté son ex-compagnon, un certain Gabin Leader, où elle l'a connu à Nancy à la Lorraine. Elle a quitté le territoire français d'un commun accord avec son ex-compagnon qui avait l'espoir de se remettre avec elle par la suite. Edel Omar s'est installé à Djibouti le 28 février 2022 avec sa fille Lia, et ce avec l'accord et l'autorisation du père. Ce dernier l'a rejoint en août de la même année pour rendre visite à son enfant et domicilié chez la mère. Aujourd'hui, Gabin Leader tente de discréditer son ex-compagnon et dit que sa fille lui a été enlevée alors que le lien entre lui et sa fille n'a pas été coupé. Quelles sont réellement les intentions du père de la petite Lia? Pourquoi une vie en France serait beaucoup mieux qu'ici à Djibouti? Veut-il nuire à la mère de sa fille ou nuire son propre enfant, bien que la vie de ces deux êtres sont liés? Pour avoir une réponse à toutes ces questions, nous sommes allés voir la mère de la petite Lia. Merci de nous recevoir chez vous, Edil. Et ces derniers jours, nous voyons un reportage de la France 3 qui parle de votre histoire. Oui. Beaucoup de Djiboutiens et des Djiboutiennes et l'opinion publique française ont même vu ce reportage qui a été donc réalisé par la chaîne française France 3. Pour les Djiboutiens et les Djiboutiennes et l'opinion publique en même temps française qui ne vous connaît pas, qui est vraiment Edel Omar Bobé? Si j'ai gardé le silence pendant tout ce temps, c'était pour mon enfant. Voilà, c'était pour protéger mon enfant et puis pour protéger à contre-cœur
le père de ma fille, parce que quoi qu'il en soit, ça restera le père de ma fille. Alors que vous avez vu le reportage qui a été viral sur les réseaux sociaux, comme les autres Djiboutiens. Oui. Lorsque vous avez vu, comment vous l'avez accueilli ce reportage? Comment vous l'avez ressenti? Ça m'a fait un choc. Ça m'a fait vraiment un choc parce que je ne pensais pas, en fait, que le père de ma fille aurait une telle haine, une telle colère pour arriver jusqu'à là. Parce que ce qui peut compter actuellement, ce qui compte, ce qui est primordial, du moins pour moi, c'est notre enfant. Et la vérité, elle se saura grâce à cette interview, elle se saura grâce à la justice, mais je pensais pas qu'il irait jusqu'à là. Mais ça ne m'étonne pas d'un côté parce que je connais le fond de cette personne ainsi que le fond de cette famille, donc ça ne m'étonne pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole parce que c'était trop. C'était trop parce que là, ça a des retombées sur ma famille. Il y a mon petit frère à l'école, on l'arrête pour lui dire « Tu t'appelles Omar Bobé, tu es le frère de la personne qui a volé l'enfant ?» Ma mère, c'est difficile pour elle. Tous les Djiboutiens, en tout cas qui vivent à Nancy, dans la ville où je vivais, tous les Djiboutiens sont interpellés en disant « Ah, on a volé un enfant dans votre pays. » Voilà, donc c'est très humiliant. Il faut que ça soit très clair dans la tête des gens. Je n'étais pas en couple et je n'ai pas quitté pour venir en vacances, du tout. Nous étions déjà séparés depuis un moment. Donc ma fille a 4 ans. À l'époque où on s'est séparés avec mon ex-conjoint, ma fille avait 1 an et 6 mois. Donc voilà, donc je suis retournée 1 mois chez ma mère. D'ailleurs, je lui ai laissé toute la maison, l'ancienne aussi. J'ai quitté, j'ai juste pris une valise ainsi que mon enfant, qui était un bébé. Je suis partie chez ma mère 1 mois. Puis après, je me suis installée dans l'appartement dans lequel, du coup, actuellement, il y réside. Donc je l'ai préparé déjà, 2 ans à l'avance, 1 an à l'avance, 6 mois. Voilà. Et il y a plusieurs étapes à suivre, bien évidemment, avant de quitter un pays tel que la France. Donc c'était d'un commun d'accord. Et il faut savoir que la petite, déjà, depuis ses 1 an et 6 mois, vivait avec moi. Donc voilà. Est-ce qu'il payait les pensions alimentaires de votre fille pendant qu'elle vivait avec vous? Alors, il faut savoir une chose. À l'époque, je me rappelle comme si c'était hier, je lui avais demandé de passer devant un tribunal pour mettre en place un mode de garde. Étant donné que lui, son métier ne lui permettait pas de s'occuper d'un enfant, il travaillait le week-end, la nuit, le jour, il partait en séjour. Puis voilà, son métier, c'est un métier qui, au niveau de la tête, c'est pas un métier qui est stable, quoi. C'est un métier qui a des séquelles. Donc du coup, voilà, je pense qu'il avait des craintes et à cette époque-là, il avait refusé qu'on aille devant un tribunal étant donné qu'elle était assez petite. Et il avait demandé qu'on se mette d'accord, donc on s'était mis d'accord sur une somme. D'ailleurs, la somme, moi je la cache pas, elle était de 150 €, donc avec un enfant de 1 an et demi, je vous invite à vivre avec, heureusement que je travaillais, attention, mais je vous invite à vivre avec 150 €. Donc je ne sais pas si c'est les couches, le lait ou ce qui va avec, mais c'est pas ce qui comptait parce qu'on était dans de bonnes ententes. Il y avait le respect. Voilà. Quand il voulait, il pouvait venir chercher sa fille. Donc une fois par semaine. Des fois, c'était pas quotidien. Hein, attention, il venait la chercher juste de temps en temps. Si elle dormait une nuit avec lui, le lendemain, il disait qu'il était trop fatigué, qu'il n'a pas réussi à dormir et qu'il fallait que je récupère la petite. Il a parlé des parents, des grands-parents qui l'aimaient. Comment vous voyez ces grands-parents? Ces mêmes grands-parents qui ne souhaitaient pas que je mette, à terme ma grossesse. Ces mêmes grands-parents qui ont sorti un couteau chez moi lors des 1 an de ma fille, ces mêmes grands-parents, qui m'ont menacé, humilié, harcelé, d'ailleurs qui avaient harcelé pendant un moment quand même ma famille. Donc non, je crois que j'avais 4-5 mois de grossesse. Il arrêtait tellement pas de son père de m'harceler, même dans mon lieu de travail. Attends que tu mettes à terme cette grossesse, tu verras ce qui va t'arriver, tu verras. En fait, c'était vraiment, vous imaginez, c'est horrible quand même de subir ça. Hein. Et un jour, j'ai pété un câble, je leur ai demandé de quitter ma maison parce que c'était chez moi, parce qu'ils ont débarqué chez moi. Et je me rappelle, le père de ma fille s'était assis sur mon ventre et m'a dit
tu parles pas comme ça à mes parents. Tu leur dis pas sortez de chez moi ou j'appelle la police. Et vous avez combien de mois de grossesse? J'avais 4-5 mois de grossesse. Et sa mère s'est approchée de moi, elle m'a regardée, elle m'a dit avec insistance, elle m'a dit on s'en fout de ta gueule, on n'est pas là pour toi, on est là pour l'enfant que tu portes, ainsi que mon fils. Donc déjà, avant même d'avoir mis à terme ma grossesse, je savais déjà ce qui m'attendait. Dans tous ces harcèlements, est-ce qu'il y avait des problèmes psychologiques dans votre... Alors déjà, il y a un fond, ils vont le nier encore et encore, mais ils ont un fond, je pense qu'ils ont un problème avec la couleur de peau noire. Donc voilà, je pense qu'ils n'ont jamais accepté que leur fils soit avec une femme de couleur, voilà, et surtout que moi, j'en suis fière et je le revendique. Donc voilà, ça leur a vraiment posé problème, je pense. Et j'ai toujours eu cette force mentale où, malgré les épreuves, malgré la douleur, malgré tout ce que je subissais, malgré la grossesse, malgré la perte de mon père, malgré tout ce qui pouvait se passer autour, bah, je restais quand même debout. Et je pense que leur but ultime maintenant, c'est juste de m'enterrer, c'est tout. De m'enterrer. Parce que c'est des gens qui ont besoin de ça. C'est des gens qui sont malheureux, profondément malheureux. C'est des gens qui ont des séquelles de leur passé. Je pense que c'est des gens, c'est pas je pense, j'en suis sûre que c'est des gens qui ont des réels problèmes. Il y a quand même des mots qui sont très très puissants et très très durs qui ont été dits quand même. Et je reste une mère. Donc c'est pas facile. C'est pas facile de prendre tout ça. Surtout quand on se bat ici. L'école de ma fille, c'est moi qui la paye en partie. Il ne paye pas la pension. Aujourd'hui? Il ne paye pas la pension. Depuis qu'on est à Djibouti, il ne paye pas. Depuis août, il ne paye pas. La nounou, son véhicule, son taxi pour l'école. Donc, je ne comprends pas. Désolée, je suis un peu émue, mais c'est pas facile. Moi, je pense vraiment qu'il a été un peu manipulé ou je sais pas, lobotomisé en tout cas par son entourage, sa famille, mais lui seul, au fond de lui, si vraiment il a peur de cette chose, parce que tôt ou tard la vérité se saura même par la justice. Il m'a accompagnée lors de ma résiliation de la CAF. Il m'a accompagnée parce qu'en France, il faut l'accord des 2 parents pour déscolariser un enfant. Il m'a accompagnée lors de ma démission. Il m'a accompagnée à l'aéroport. Il n'y a rien que je n'ai fait sans consentement et sans sa présence. Donc je pense que le seul moyen aujourd'hui pour avoir la garde de son enfant, c'est de faire passer ça pour un enlèvement. Mais il n'y a pas d'enlèvement. Le consulat, je suis partie, ils sont au courant de la situation, j'ai leur soutien, j'ai leur appui. Le consul lui-même, je l'ai rencontré la semaine dernière, il n'y a pas d'enlèvement. Cet enfant est dans une école française, sa maman est à moitié française, je suis djiboutienne, elle a le droit à la double nationalité, cet enfant, elle est aussi à moitié djiboutienne. Je ne comprends pas pourquoi elle ne serait pas bien à Djibouti. Dans ce cas-là, qu'ils le disent, c'est un problème du pays ou c'est un problème de ma couleur de peau qui montre sa vraie nature. Mais aujourd'hui, il ne peut pas me dire c'est un enlèvement ou c'est une mauvaise mère et je récupère mon enfant. Alors que lui ne fait rien à côté. Cette histoire a eu un impact sur votre famille, vous l'avez dit en début de l'interview. Qu'est-ce que vous appelez, est-ce que vous voulez faire un appel à l'opinion publique française? Et voilà, parce que... Évidemment que je veux faire un appel. Cette histoire a eu un impact sur votre mère, vous l'avez dit, votre Bien père, évidemment. Bien évidemment. Vous leur dites? Bien évidemment. C'est ma famille. Elle n'a pas à subir ça. Je peux comprendre qu'il a de la haine ou qu'il a de la rancune ou qu'il peut aujourd'hui se dire pourquoi cette femme, elle vit mieux, elle s'en sort mieux. Je ne sais pas, pour n'importe quelle haine qu'il peut avoir. Mais ma famille n'a pas à en subir. Moi, c'est aujourd'hui que je m'assois face cam et que je dis ce que j'ai subi, alors que j'aurais pu le dire depuis bien longtemps. Et pourquoi? Qui me l'a forcé? Lui. Lui, parce que pendant tout ce temps, j'ai gardé le silence. Qu'est-ce que vous dites aux Français et aux Françaises qui nous regardent? Je dis, ma famille n'a rien demandé. Ma famille n'a rien demandé. Ceci concerne un père, une mère, il y a un tribunal. Et c'est au tribunal de juger.
Mais il n'a pas le droit de dire une mère djiboutienne enlevée à Djibouti. Non, ma mère n'a pas le droit, elle n'a pas à subir ça, mon petit frère n'a pas à subir ça. Mes tantes, mes cousins, tous les gens djiboutiens, de sang djiboutien, d'identité djiboutien, qui sont à Nancy, n'ont pas à être interpellés dans tous les coins de rue et recoins pour leur dire « Une fille de votre pays a volé un enfant blanc de chez nous. » On va où? Quand le grand-père il écrit dans son article, je pose la question au ministère de la Justice, ma petite fille n'est pas assez blanche pour qu'elle intervienne? La justice française? Ma petite fille n'est pas assez française? Eh bien monsieur, j'aimerais juste vous dire une chose. Votre petite fille, elle est aussi à moitié djiboutienne. Et votre petite fille, elle est métisse. Et ça, il serait temps de le mettre dans un coin du cerveau de la personne. C'est très important. C'est très très important. C'est son identité. C'est qui elle est. Jamais de la vie, je priverai mon enfant de son père. Et d'ailleurs, c'est moi qui insiste. C'est moi qui l'appelle, qui lui dit « Tu n'as pas appelé ta fille depuis plusieurs jours, peux-tu la rappeler ?» Après, ça peut arriver par exemple qu'il puisse appeler et que malheureusement je suis au travail ou qu'elle n'est pas encore rentrée de l'école ou que lui il est au travail, etc. Mais quand c'est plusieurs jours et qu'après il dit que je ne le mets pas en contact avec sa fille, c'est bas, c'est très très bas. Parce que toutes les preuves, ils y sont. Vous avez des preuves Oui, de tous les appels. Oui, de toutes les fois où je lui dis pourquoi tu n'appelles pas ta fille, oui. Oui. Dans le reportage, on a mentionné que vous serez à Djibouti pour un court séjour. Est-ce que, par exemple, il est venu vous voir à Djibouti? Est-ce que vous l'avez accueilli à Djibouti? Alors déjà, dans le reportage, il faut qu'il s'aligne sur ce qu'il dit. Il y a quelques mois, il a dit que j'étais partie pour 3 mois. Et quelques mois plus tard, lors d'un interview télévisé, il dit que j'étais censée partir quelques semaines. Dans quelques semaines, ça va être quoi? Quelques années? Non. Il se contredit lui-même. Donc il était consentant que... D'ailleurs, je vais vous expliquer comment, par quelle procédure nous sommes passés. Mais déjà, je vais répondre à la question de s'il était là. Il est venu à Djibouti. Et il est venu au mois de août à Djibouti pour voir, fin août 2022, pour voir dans quel contexte la petite elle était, étant donné que septembre elle avait sa rentrée. Donc il est venu, il est resté 2 jours à l'hôtel. D'ailleurs je l'avais aidé pour les procédures pour avoir son visa. Il est venu à Djibouti, il est resté, je lui ai fait la pré-réservation à l'hôtel. Enfin je me suis quand même investie dans son arrivée. Alors que vous n'étiez pas ensemble? Alors que je ne suis pas obligée, tout simplement. Est-ce que vous étiez en couple donc Absolument pas. Nous sommes séparés déjà depuis fin 2019. Quand même. Donc vous avez fait ça pour votre fille? Pour ma fille, bien sûr. Ça reste son père. Effectivement. Quoi qu'il en soit, Abed. Donc je l'ai fait pour ça. Donc il est resté 2 jours à l'hôtel et je sentais qu'il n'était pas rassuré. Parce qu'il me disait, si la petite elle pleure dans la nuit, comment je fais si elle te réclame, etc. J'ai senti son angoisse. Et j'ai senti aussi l'angoisse de ma fille aussi. Le fait que le matin, elle se prépare, je l'emmène à l'hôtel, alors qu'à la maison elle est grande, elle peut jouer, elle a sa chambre, elle est dans une chambre de quoi? De 20 mètres carrés, 15 mètres carrés. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi? Ça te fera des économies. Tu passeras du temps et tu feras des activités avec ces économies-là avec ton enfant. Tu es le bienvenu à la maison. Donc il s'est installé... Il s'est installé chez moi, il était nourri, logé, il était à la maison. Il a fini son séjour, je l'ai accompagné à l'aéroport. Je voyais mon enfant qui lui disait au revoir, bisous, à bientôt, parce que pour elle, son père, elle a tous les jours au téléphone, il est venu, il va revenir. Alors j'aimerais préciser aussi une chose, c'est que monsieur, j'ai appris grâce à cette interview que monsieur a demandé la garde exclusive de ma fille et que le 24 avril, c'est-à-dire demain, il ne reste plus que quelques jours, voilà, il y a le juge des enfants qui va trancher. Il faut savoir une chose. Est-ce que vous avez reçu une convocation vis-à-vis de ça? Absolument pas. Je n'ai pas reçu de convocation, je n'ai même pas été informée. Je l'ai su grâce à cette interview sur France 3. Donc qu'il ne s'inquiète pas. Moi aussi, j'ai pris un avocat en France
qui sera là le 24, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi j'ai des obligations. J'ai ma fille qui est à Dolto, qui est à l'école, moi je suis en CDI, je travaille, et puis nous avons aussi notre vie. Donc je ne peux pas me lever un matin, prendre un avion et partir le 24. Donc voilà. Donc, sans être informé aussi. Sans être informé aussi, au préalable. Voilà, donc en tout cas, avec l'appui de la famille, j'ai aussi l'avocat qui m'assistera là-bas pour pouvoir du coup faire le nécessaire de son côté. Il faut savoir aussi que moi aussi, je mène ma bataille ici à Djibouti, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que j'ai toujours élevé mon enfant, qu'elle a été à ma charge et qu'elle l'est toujours. Donc dans ce cas, voilà, je demande la garde exclusive d'ici, grâce à l'aide de l'UNFD, voilà, l'Union nationale des femmes. L'Union nationale des femmes, voilà, exactement. Grâce à ça, je mène aussi ma bataille ici pour faire reconnaître la garde exclusive de ma fille. Un mot pour terminer cette interview. Je trouve ça triste, cette situation. Pour ce petit bout de chou qui n'a absolument rien demandé. C'est son père, je suis sa mère, je lui ai jamais pris ses droits et il n'a pas le droit de m'ôter mes droits. Actuellement, la personne qui essaie de me voler mes droits de mère, c'est lui. C'est moi qui ne peux pas rentrer en France, rendre visite à ma famille, à mon petit frère, par peur qu'il m'enlève mon enfant. Il est toujours le bienvenu, lui, sa famille, malgré tout le passé, tout ce qui s'est passé, les douleurs, les cicatrices, tout ça. Je l'ai mis de côté. Pourquoi? Parce que quand je vois mon enfant, il n'y a rien de plus beau. Donc il est toujours le bienvenu. Il est tous les soirs en contact avec sa fille. Même s'il oublie, c'est moi qui le fais. Donc moi je n'ai aucune haine, je n'ai aucune colère. Je le pardonne pour tout ce qu'il m'a fait. Et d'ailleurs pour ce qu'il fait actuellement, je le pardonne. Et j'espère qu'il trouvera la paix en lui. Moi, alhamdoulilah, j'ai la paix. Je n'ai rien à me reprocher. Ma priorité, c'est mon enfant. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. Et on est toujours en direct sur RCN 90.7. On vient d'écouter l'interview de ton ex-compagne Gabin. Elle s'appelle Idil. Une interview qui a été donnée par le journaliste djiboutien Ali Abdillahi. Je rappelle que pour ceux qui nous rejoignent dans cette émission, qu'on parle de ton histoire, de ton combat, le combat d'un père pour récupérer sa fille soustraite par sa mère à Djibouti en ce moment même. Et on entend énormément de choses dans cette interview. Déjà, pour commencer le reportage, le journaliste donc Ali Abdillahi déclare que Idil a quitté la Lorraine d'un commun accord avec toi. C'est exact. C'est exact. Ce qui s'est réellement passé, c'est comme je te l'avais dit tout à l'heure, je les ai même accompagnés avec mon oncle et ma tante jusqu'à la gare Lorraine TGV. Et de la gare Lorraine TGV, j'ai pris le train jusqu'à Charles de Gaulle, où j'ai pu dire au revoir à ma fille. Comme je te l'avais dit, le deal, c'était 1 mois et demi. Et moi, je vais à Djibouti, je reste 15 jours et je récupère ma fille. Alors, donc, on a compris qu'elle t'annonce au bout d'un mois à peu près que finalement, elle reste à Djibouti. Tu vas nous dire quelle a été ta réaction à ce moment-là. Et tu es quand même allé voir ta fille à Djibouti en août 2022. Alors, comment ça s'est passé? Parce que forcément, tu avais envie de récupérer ta fille, tu es allé la voir là-bas. Qu'est-ce qui s'est dit entre vous? Ce qui s'est dit, c'était tout simplement que moi, je viens entre fin juillet et début août parce qu'elle avait à chaque fois décalé suite au mariage, suite au divorce, suite à beaucoup de péripéties. Elle avait décalé quoi, ta venue Ma venue, ouais, parce qu'au départ, je devais venir au bout d'un mois. Mais finalement, tu peux pas venir. Au début, c'était le ramadan. Après le ramadan, c'est je me suis marié. Après, je me suis marié, c'est j'ai divorcé. Après, j'ai divorcé, il y avait toujours un motif, ma marque, tu comprends, maintenant, je suis en partenariat avec l'aéroport de Djibouti. Enfin, c'était mensonge sur mensonge. Et au donc final, finalement, en août, tu y vas. J'arrive à y aller. Voilà, c'est ça. Je me déplace du 27 juillet au 4 août. Et à ce moment-là, on va dire à la mi-parcours, au bout de 4-5 jours, on va, je me souviens comme si c'était hier, à l'hôtel Sheraton. Donc c'est un hôtel de luxe à Djibouti, où elle avait déjà fait des défilés pour sa marque soi-disant cosmétique. Et là, elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc on n'était pas en présence de l'IA. C'est une servante d'ailleurs qui s'occupe de ma fille au quotidien.
qui est somalienne et qui ne parle absolument pas le français. Voilà. Donc celle qui le voit le plus, ma fille. On va revenir à la question de langage pour ta fille, tout ça. Et du coup, j'accepte d'aller au Sheraton avec elle. Et là, on discute de la garde de Lia. Elle me parle d'un truc, mais j'ai jamais vu ça, d'une garde, pourquoi pas, si c'est possible, 6 mois. Je lui dis, je sais pas dans quel monde tu vis, mais dans le monde réel, dans notre monde actuel, on ne fait pas de garde 6 mois. Je suis pas Brad Pitt, t'es pas Angelina Jolie, on n'est pas séparés à l'autre bout du monde, t'es actrice, je suis acteur. Non, c'est pas ça, non. Donc si tu veux faire une garde alternée, c'est devant un juge et c'est une réelle garde alternée et c'est en France, pas à Djibouti. Donc là, elle me dit que non, que ce sera pas possible. Et là, je lui dis, dans ce cas, vu que tu t'es déjà octroyé la garde exclusive de ma fille, dans ce cas, je vais faire de même. Je vais essayer d'obtenir la garde exclusive de Lia. Et à ce moment-là, c'est là qu'il y a le désaccord. C'est ça. Et là, elle se met à pleurer dans l'hôtel Sheraton. Donc tout le monde me regarde. Moi, je sais plus trop quoi faire, je suis très apeuré. Et au final, à la fin du séjour, elle m'explique et elle me jure solennellement sur l'honneur et en présence de ma fille, donc elle jure à ma fille que Lia viendra pour les vacances d'octobre. Donc à ce moment-là, toi tu dis, en rentrant en France, de toute façon j'entame les démarches, les procédures judiciaires. Dans l'interview, juste avant qu'on avance là-dessus, elle dit t'avoir accueilli comme il se doit chez elle et que tu étais même d'accord pour que l'enfant reste là-bas et que tu serais venu la voir seulement en vacances. Oui, ce qui est totalement faux. C'est les 4 ou 5 premiers jours, j'étais à l'hôtel. Et ensuite, pour le bien de Lia, il y avait une chambre supplémentaire dans son appartement. Et du coup, oui, j'étais avec ma fille pendant les 9 jours. Voilà. Et elle explique que tu savais très bien, que c'était en ton âme et conscience que tu venais juste pour des vacances et que tu savais très bien qu'elle s'occupait de la fille toute seule depuis longtemps, que tu ne payais pas de pension alimentaire et que tu aurais même du mal à t'occuper tout seul de l'enfant, raison pour laquelle tu serais revenu chez elle. C'est bien ça. Donc en fait, malgré qu'il n'y ait pas de jugement, déjà en France... à ce moment-là, en tout cas... non, en France, elle disait déjà, donc avant qu'elle parte à Djibouti... Oui, bien sûr, malgré qu'il n'y ait pas de jugement, au moment-là... La séparation, au moment de la séparation, c'était, écoute, je suis allé à la CAF. La CAF, ils ont dit, c'est simple, vous êtes séparés, combien gagne monsieur, combien gagne madame, il faut que tu me donnes 150 € par mois. Je dis, ah bon, comment t'es arrivé à ce prix-là? Je dis, écoute, on va pas faire de... Voilà, il n'y a pas de problème, je te donnerai 150 € par mois. Le moment où elle part à Djibouti, elle me dit, ça a augmenté. Donc maintenant, ce sera 200 € par mois. Je paye les 200 € par mois. Donc j'ai toutes les preuves, au cas où... les traces bancaires. Voilà, traces bancaires, il y a tout. Quand je repars de Djibouti, non seulement je lui donne le mois en cours, et en plus de ça, je lui redonne 340 $. Je lui dis, tu feras plaisir à Lia, tu feras des activités avec elle, l'argent là, il est pour Lia. 2 semaines après, donc mon retour en France, elle m'explique qu'elle a inscrit Lia à l'école, parce qu'elle a déscolarisé ma fille pendant 6 mois, ça il faut l'expliquer. Pour quelle raison? Parce qu'en fait elle m'a menti en me disant que Lia serait inscrite direct à l'école dès qu'elle arrive à Djibouti, parce que moi je voulais pas qu'elle perde le rythme, étant donné que c'était sa première année de maternelle. Donc elle la déscolarise pendant 6 mois, et parce que déjà il n'y avait pas de place à Dolto. Et là j'apprends qu'elle l'inscrit. Dolto qui est une école... c'est ça, et elle me réclame, c'est dans les 2000 € je crois, l'école, elle me réclame de la payer. Et elle me dit, si tu ne payes pas l'école, Lia ne vient pas en vacances en octobre en France. Raison pour laquelle j'ai porté plainte pour soustraction d'enfants et chantage. Donc à partir de là, c'est là que j'ai déclenché tout le nécessaire. Voilà, parce que là, je me suis dit, en fait, elle me mène en bateau depuis trop longtemps. J'ai été patient parce que c'est la mère de ma fille, mais maintenant, c'est ma vie pour mon enfant. Et à partir de là, j'ai remué ciel et terre. Et depuis, on voit que tu es très entouré. D'ailleurs, tu as tes avocats, tu as aussi lancé une pétition, tu as les soutiens. D'ailleurs, tu vas en parler. Quels sont tes principaux soutiens?
Bah, mes principaux soutiens, maintenant, j'ai fait un comité de soutien. Et dans ce comité de soutien, il y a Shahinez Kirouni, que je remercie, la présidente du conseil départemental que j'ai rencontrée récemment, Stéphane Ablot, qui depuis le début, maire de Vendeuvre, et qui depuis le début a fait un boulot considérable et que je remercie. Hervé Ferron, qui fait partie de mes soutiens et qui a suivi l'affaire depuis le début, tout comme Hugo. Oui, c'est ça. Et ancien député, tout comme Hugo Ferron, qui est son fils, qui est présentateur, que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Et donc, je suis content à ce niveau, c'est de me dire que j'ai beaucoup de soutien et qu'on ne m'a pas laissé tomber. À l'heure actuelle, il n'y a qu'une personne qui me laisse tomber, c'est le ministère de la Justice, c'est Éric Dupond-Moretti, et c'est l'État qui me laisse tomber. Et je ne comprends pas pourquoi. Et donc, tu veux profiter peut-être de cette tribune pour relancer un appel à l'État? C'est ça, je relance un appel à l'État et j'aimerais savoir pourquoi je n'ai pas de réponse. J'ai peut-être une petite réponse, quelque chose qui m'interroge énormément, étant donné que Éric Dupond-Moretti est l'avocat d'Ismaël Omar Guelleh. Qui est-il, Ismaël Omar Guelleh? Le président de la République de Djibouti. Et de Tommy Tailloro, qui est le gendre d'Ismaël Omar Guelleh. Ils ont été jugés pour une affaire de biens mal acquis en 2019. Leur avocat était Éric Dupond-Moretti. Donc ça me pose question. Je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, mais ça m'interroge forcément. Là-dessus. Donc dans l'interview qu'on a écoutée, ton ex-compagne dit qu'elle s'occupe seule de l'enfant et que je le dis en mes termes, hein, tu ne portes pas trop d'attention parce qu'elle est obligée de te courir après pour pouvoir t'avoir au téléphone. Quels sont les liens avec ta fille aujourd'hui? Alors, à l'heure actuelle, c'est selon l'humeur de mon ex-compagne qui est tout le temps au téléphone en présence de ma fille. Elle appelle quand elle a envie d'appeler. Quand des fois je décide d'appeler, elle dit que j'ai pas appelé à cette heure-là. À un moment donné, elle s'est même octroyé un droit d'appel. Hein. J'avais le droit à appeler seulement le vendredi et le samedi. Après, ça a été le samedi et le dimanche. Après, c'est je te bloque. Donc, à un moment donné, elle m'a bloqué. J'ai plus de nouvelles pendant une semaine et demie. Et aliénation parentale plus. C'est-à-dire que quand je suis au téléphone avec ma fille, en présence de ma fille, c'est clairement moi, la personne qui a abandonné mon enfant. Et elle le dit directement devant l'IA. Et d'ailleurs, c'est vrai que l'interview qu'on a diffusée de Ali Abdillahi de Djibouti, dans cette interview qui est télévisée, ta fille est à côté de ton ex-compagne pendant qu'elle déclare, alors les accusations sont graves, hein, elle déclare que tes parents sont racistes, qu'ils ont été violents envers elle, que toi aussi t'as fait preuve d'une certaine violence, même peut-être tenté de l'avorter. Et c'est vrai que ta fille, votre enfant est à côté d'elle pendant qu'elle déclame tout cela. Quand j'ai vu cette vidéo, j'étais dans mon lit, il devait être 1h du matin. Je me suis mis à trembler, à être tétanisé, mais de me prendre ça dans la... Malheureux, désolé du terme, mais dans la gueule, ça m'a fait un mal, c'était... Je sais même pas comment exprimer ce que j'avais jamais ressenti ça. Un tel sentiment dans ma vie, je l'avais jamais ressenti. C'est comme si on me tirait dessus. Là, c'était inimaginable. Déjà, la perte de ma fille, et puis me prendre ça en plein visage. D'autant plus que ma famille est mêlée, mes parents sont mêlés. Et pour la petite histoire, outre son invention que je me serais assis sur elle pour tenter de l'avorter, je ne vais même pas répliquer à ça, ça a ni queue ni tête, mais d'accuser mes parents de racisme, qu'on soit raciste contre la peau noire, que moi-même je serais raciste, qu'on aurait essayé de la planter. Heureusement que j'ai des amis qui étaient là pour les 1 an de ma fille, qui ont pu témoigner du mensonge qu'elle exprime dans la vidéo. Et ma famille, on est anti-raciste. Voilà. On se bat depuis l'aube des temps, depuis que je suis né. Les valeurs de ma famille, c'est de lutter contre le racisme et toute forme de racisme. Et je pense que la communauté nancéenne et notre communauté proche, c'est le combat qu'on mène au quotidien pour lutter contre le racisme. On a des valeurs et on s'oppose totalement à ce qu'a pu dire Idil. On n'est pas des méchants, hein, on n'est pas des racistes, on veut pas s'en prendre aux Africains, aux Djiboutiens ou à qui que ce soit. Au contraire, on veut vivre ensemble. Hein.
Il n'y a pas de couleur chez nous. Qu'on soit blanc, qu'on soit jaune, qu'on soit noir, qu'on soit asiatique, qu'on soit roumain, qu'on soit... On s'en fout, clairement. Et il y a l'intérêt aussi de l'enfant au milieu de tout ça. Comment aujourd'hui elle évolue cette petite tu parlais hors antenne d'un retard de langage et de mise en scène sur les réseaux sociaux de la part de sa mère. C'est ça. Il s'avère qu'elle a un TikTok, elle a plus de 100 000 abonnés Quand tu dessus. dis elle, tu parles de ton ex-compagne. De mon ex-compagne, c'est ça. Elle a TikTok, elle a plus de 100 000 abonnés dessus. Depuis ce qui s'est passé, elle a enlevé les vidéos où il y avait ma fille. Mais moi, je pouvais constater quand elle était à Djibouti qu'elle maquillait ma fille. Donc elle maquille encore à l'heure actuelle ma fille. Qui avait 3-4 ans à ce moment-là. C'est ça, oui. Et elle s'affiche dans des vidéos de TikTok en présence de ma fille, sur des termes très vulgaires, des chansons américaines où il y a le mot bitch qui ressort à multiples reprises. Et ma fille, elle a pu être vue des 50 000, 100 000 vues sur une vidéo. Et elle affichait constamment ma fille sur TikTok. Maquillée. Et c'est choquant, c'est pas ma façon d'éduquer mon enfant. Et on t'accuse aujourd'hui de vouloir nuire à la vie de ton ex-compagne et nuire à la vie de ton enfant. C'est ça, et je comprends pas comment on peut m'accuser de nuire à mon enfant, alors que je souhaite qu'une chose, c'est récupérer mon enfant. C'est tout ce que je souhaite. Moi, elle peut faire ce qu'elle veut de sa vie. Ça ne me dérange pas. Ses fréquentations, tout ce qu'elle veut, toutes ses fréquentations avec la jet set djiboutienne, elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut revenir en France, elle est la bienvenue, parce que d'ailleurs elle dit qu'elle ne peut plus revenir en France par peur que j'enlève ma fille, mais elle veut que je l'emmène où en fait. Je suis d'origine polonaise, je suis encore jamais allé dans mon pays d'origine, mais je vais pas l'enlever pour aller en Pologne, ni pour aller en France. Je veux juste récupérer ma fille, et je vais pas la prendre de force. Tout simplement. Maintenant, il y a une garde, il y a un droit, et mon ex-compagne est française. Elle est aussi djiboutienne, mais elle est française. Et d'ailleurs, elle est aussi éthiopienne. Elle est partie en Éthiopie sans mon accord, quand elle était à Djibouti. En octobre, au lieu de rentrer en France en vacances, elle s'est dirigée en Éthiopie en vacances. Et je l'ai encore découvert sur les réseaux sociaux. En tout cas, Gabin, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Tu nous tiendras au courant de la suite des événements, et nous aussi sur RCN, on n'hésitera pas à venir vers toi pour savoir ce qu'il en est. Quant à nous, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Nous allons parler très probablement de grossesse ensemble, et on va parler forcément d'enfants. Un dernier mot, Gabin, pour conclure. Je remercie RCN pour m'avoir laissé ce droit de parole. Je pense que c'est important que tout le monde puisse comprendre la situation. Et comme je l'ai dit auparavant, quoi qu'il advienne, je donnerai ma vie pour ma fille. Et quelqu'un qui donnera sa vie pour son enfant, c'est Zao, dans ce morceau qui s'appelle Ma Lune. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org